Oui, donc je vais présenter les pathologies tumorales des glandes salivaires. Alors, tout d'abord, ce sont des tumeurs qui sont peu fréquentes, qui constituent moins de 5% des tumeurs tête et cou. La majorité se localise dans la glande parotide. Et si on veut voir le pourcentage de malignité ou de bénignité à, à la glande, donc au niveau de la glande parotide, la majorité, environ 80%, sont des tumeurs bénignes, 20% de tumeurs malignes. En ce qui concerne la glande sous-maxillaire, c'est 50-50, 50% de malignité, 50% de bénignité. Et quand on parle d'une glande salivaire mineure, donc la majorité dans ce cas sont des tumeurs malignes. Alors l'âge moyen de présentation c'est environ 50 ans. Il n'y a pas de facteur de risque clairement identifié sauf dans le cas de la tumeur de Warthin. On sait que le tabac est le facteur de risque principal. Alors pour les tumeurs des glandes salivaires mineures, en fait, elles se localisent surtout au niveau du palais, c'est la localisation principale. Les autres localisations étant la langue, donc la cavité nasale et les autres localisations. Alors il est important un peu de faire un petit aperçu sur l'histologie des glandes salivaires. Donc, comme vous le savez, les glandes salivaires sont formées par des acinies, que ce soit des acinies séreuses ou mucineuses, et donc le type d'acini dépend en fait de la glande. Généralement dans la parotide on a surtout des acini séreux, ce qui n'est pas le cas dans la glande sous-max. Et après on a les canaux collecteurs, donc les canaux intercalaires, striés, interlobulaires, et enfin le canal excréteur principal. Alors ici, ce qui est important, c'est en fait que chaque type de cellule, il a des marqueurs marqueurs cellulaires immunohistochimiques bien précis, et ceci peut aider en fait au diagnostic histologique et histopathologique si dans le cas où on a une tumeur. Et donc en recherchant ces marqueurs, on peut mieux caractériser le type tumoral qu'on a. Alors, je vais passer un petit cas clinique, donc une femme de 42 ans, se présentant pour une masse de la région parotidienne droite. Et qu'est-ce que vous faites? On va palper. Pardon? On va palper. Oui, bien sûr. On va palper, on va voir si c'est ferme ou pas, si c'est mobile, Ouais. est-ce qu'elle a des douleurs, est-ce qu'il y a une paralysie faciale associée, comment ça a évolué, Ouais. est-ce qu'il y a des hémopathies. Oui, très bien. Donc vous avez... Il faut regarder dans la bouche s'il n'y a pas un bonbon par là. Ok, ça c'est la première étape, donc l'examen clinique. Et après, vous faites quoi? Vous... Non, après, l'examen de référence ou le standard, c'est l'IRM pour les tumeurs parotidiennes, mais il faut aussi s'aider en fonction du contexte d'une échographie, Oui. surtout si on a facilement l'accessibilité pour déterminer si c'est bien dans la parotide ou si c'est ailleurs. Oui, effectivement, donc Maxime, tu as cité, donc l'IRM reste l'examen de choix. Donc l'échographie plus cytoponction, elle peut éliminer des diagnostics différentiels. En fait, concernant la cytoponction, une méta-analyse qui a été faite, en fait, la cytoponction, elle est très bien quand il y a une tumeur bénigne, la spécificité et la sensibilité sont très élevées. Par contre, dans les tumeurs malignes, la sensibilité elle est d'environ 79%, donc on risque de rater 21% des cas. Par contre, la spécificité reste élevée à 96%. Alors oui, l'IRM est l'examen de choix. Elle permet de localiser la tumeur, que ce soit dans le lobe superficiel ou profond. Elle permet de trancher entre tumeurs, plutôt de nous guider entre tumeurs malignes, tumeurs bénignes, et donc à aider au diagnostic préopératoire. Donc, en revenant à notre patient, donc cette tumeur de la région parotidienne, donc qui est hypo-intense en séquence T1 et hyper intense en séquence T2, avec un aspect un peu lobulé mais bien régulier. Est-ce que vous avez des propositions, des... Ouais. Oui, si vous voulez. Donc, Oui, effectivement, donc c'est la caractéristique, on va les voir plus tard. Donc déjà, comme j'ai déjà parlé, pour l'IRM, elle permet la localisation. Donc ici c'est clair, on voit cette tumeur, mais généralement on voit la veine rétromandibulaire, donc il y a un repère très important. Généralement
le nerf facial il est superficiel dans la majorité des cas par rapport à la veine rétromandibulaire, et donc une tumeur qui est plus profonde par rapport à la veine rétromandibulaire est une tumeur du lobe profond de la parotide. Alors, je mets ce tableau qui n'est pas trop clair chez vous. Par contre, oui, les caractéristiques selon les séquences T1, T2 permet de trancher entre les différents types de tumeurs. Comme tu as dit, Maxime, donc dans le cas d'adénome pléomorphe, on a généralement une hypointensité en séquence T1, hyper en séquence T2. On peut s'aider aussi des courbes de perfusion. Donc dans ce cas d'adénome pléomorphe, on a une courbe qui est plutôt de type A avec un plateau ascendant. Dans le cas d'une tumeur de Warthin, on a un pic précoce et après on a un wash-out qui est rapide. Et dans le cas d'une tumeur maligne, on a un pic précoce mais avec un wash-out qui est plutôt qui n'est pas trop rapide. Aussi, les autres séquences des IRM sont très importantes, comme la séquence de diffusion, donc qui peut un peu trancher entre les tumeurs malignes et bénignes. Ici, on voit dans le premier cas, donc un adénome pléomorphe, hyper intense en T2, hypo-intense en T1, et en séquence de diffusion, il a un coefficient de diffusion qui est haut, qui est donc plutôt en faveur d'une tumeur plutôt bénigne. Par contre, un carcinome mucoépidermoïde, donc qui est en séquence de diffusion et il est hypo-intense, et ceci donc est en faveur de la malignité. Donc on a pas mal de critères sur l'IRM. Une autre fonction très importante de l'IRM, c'est qu'elle peut nous permettre de voir l'invasion périnerveuse, surtout dans le cas, donc on sait les tumeurs adénoïdes kystiques, donc qui sont trophicitées pour l'invasion nerveuse. On peut voir ici en séquence de suppression de graisse, une infiltration donc des branches du nerf facial. Alors, donc notre cas, donc c'était plus en faveur un adénome pléomorphe, et donc on a fait une parotidectomie exofaciale avec un extempo, et donc dans ce cas on va totaliser en conservant le nerf facial bien sûr. Je passe à un deuxième cas, un homme de 43 ans et qui avec une apparition du masse parotidienne bilatérale qui est en augmentation de taille progressive. Vous avez des suggestions? Il fume, oui, il fume. Pardon? Il a le sida. Une question très intéressante, je sais pas. Il est HIV positif, il a une charge virale qui est assez... Qu'est-ce que ça peut signifier? Non, c'est le signe de... Pourquoi tu as demandé la question de sida? Ils ont souvent des parotidomégalies. En fait, on a fait une IRM à ce monsieur donc, qui montre des images plutôt kystiques bilatérales au niveau de deux glandes parotides. Donc ces masses ont été cytoponctionnées. Donc l'aspect en faveur de cellules salivaires normales avec un fond de cellules lymphocytaires. Donc c'est ce qu'on appelle donc, les kystes lymphoépithéliales bénins qu'on voit surtout chez les patients qui sont HIV positifs et qui généralement peuvent répondre à une intensification du traitement rétroviral. Alors, donc, pour un peu schématiser, donc les tumeurs des glandes salivaires, donc les deux grands groupes, les tumeurs bénignes, surtout dominées par l'adénome pléomorphe, et après, donc, on a la tumeur de Warthin, les cystes adénolymphomes. Les tumeurs malignes, donc, qui sont différenciées en différents grades, allant des tumeurs de bas grade aux tumeurs de haut grade. Les tumeurs de bas grade étant comme le carcinome mucoépidermoïde, qui peut être de bas grade, de moyen ou de haut grade. Et donc, en commençant un peu par les tumeurs bénignes, donc comme j'ai déjà dit, ils sont dominés par l'adénome pléomorphe, la tumeur de Warthin. L'adénome pléomorphe, il y a une préférence surtout pour le sexe féminin, par contre pour le tumeur de Warthin, le sexe masculin. Pour la tumeur de l'adénome pléomorphe, donc les caractéristiques à la cytoponction étant d'avoir un mixage de cellules épithéliales et de cellules mésenchymateuses, le risque étant un potentiel de malignité de 3 à 5%, avec aussi le risque de récurrence.
Donc on sait pour la tumeur de Warthin, l'association avec le tabac et le potentiel malin, il est très faible à seulement 1% des cas. Alors pour l'adénome pléomorphe, donc déjà, donc le terrain, donc j'ai dit c'est tout âge, mais il y a préférence pour le sexe féminin. La clinique, donc c'est une masse qui est lentement progressive, qui est unilatérale, qui est indolore, sans signe associé, et le traitement est une parotidectomie conservatrice du nerf facial. Donc histologiquement, on voit cette association donc de cellules épithéliales ici avec la composante aussi mésenchymateuse. Donc, et plus histologiquement, on sait que les cellules épithéliales, en fait, ils sont d'origine plutôt canalaire. Ok, alors le cas suivant, donc c'est une patiente de 50 ans, fumeur, l'IRM, une masse donc parotidienne hyper T1 qui est plutôt un peu hétérogène en T2 et aspect kystique et qui ne prend pas vraiment le contraste. Hyper T1, c'est ce qu'on disait, c'est soit des tumeurs qui ont été ponctionnées, il faut demander sur le patient s'ils ont été ponctionnés, parce que ça peut saigner, ça peut donner une hypertension spontanée. Mais si c'est pas ça, c'est évocateur d'un cyste adénolymphome. Oui, donc effectivement, c'est un cyste adénolymphome avec la caractéristique donc, histologique. J'ai un peu parlé, je ne vais pas trop détailler, mais juste un point. Histologiquement, donc l'épithélium, dans le cas d'une tumeur de Warthin, est constitué de double cellularité qui sont éosinophiles, oui, avec un stroma donc, qui est très riche en cellules lymphocytaires. Alors, pour les tumeurs malignes, donc, ils sont surtout dominés par le carcinome mucoépidermoïde, suivi par le carcinome adénoïde kystique et l'adénocarcinome, le carcinome à cellules acineuses. Il faut savoir qu'il y a des translocations chromosomiques donc associées à chaque type de ces cancers, de ces carcinomes. Donc la clinique, elle est un peu plus parlante ici. On peut avoir donc la masse qui est généralement pierreuse, donc irrégulière, elle est très adhérente, la douleur très importante, donc la présence d'une paralysie faciale, la présence de adénopathie cervicale, le trismus et donc l'évolution rapide de la tumeur sont tous des signes en faveur de la malignité. Donc il y a ces tumeurs sont soit de faible grade ou de haut grade. Donc le carcinome mucoépidermoïde, donc il constitue environ 45% des cancers malins. Le plus souvent, il est au niveau de la glande parotide. Alors, le traitement est généralement chirurgical avec des larges marges et un curage dans le cas où on a une tumeur de haut grade et aussi la radiothérapie dans le cas des tumeurs de haut grade. Alors, histologiquement, il y a dans les carcinomes mucoépidermoïdes, on a la composante épithéliale et la composante donc un peu mucineuse. Donc on voit ici ces petits espaces vésiculeux avec la mucine et en fait ce rapport entre la composante mucineuse et la composante épithéliale squameuse qui en fait va un peu différencier le grade. Plus on a de composantes squameuses épithéliales, plus c'est malin. Donc à la cytoponction, on voit cette cellule avec un aspect donc d'atypie nucléaire. Donc ici une tumeur un peu de haut grade avec une importante activité mitotique. Et donc aussi, il y a différents scores qui ont été employés pour gradifier les tumeurs mucoépidermoïdes. Donc on se base déjà sur le nombre de mitoses, l'invasion neurale. Ici on voit une section du nerf facial qui a été prise par la tumeur et ces caractéristiques sont plus en faveur d'une tumeur de haut grade. Alors je passe à le carcinome adénoïde kystique
donc qui constitue environ 10% des tumeurs malignes des glandes salivaires, qui on peut le trouver aussi bien qu'au niveau de la parotide que des autres glandes. Donc, une des caractéristiques, c'est la trophicité pour l'invasion et nerveuse. Le traitement, généralement, c'est une parotidectomie totale avec curage plus radiothérapie. Il y a un risque dans ces tumeurs, risque de métastase par les gaines donc périnerveuses, comme j'ai dit, et de métastase à distance, surtout pulmonaire et osseuse. Ici, un cas de carcinome adénoïde kystique dans la glande sous-maxillaire, donc avec des métastases à distance. Il faut savoir que pour les carcinomes adénoïdes kystiques, le type histologique aussi a des conséquences donc de pronostic. En fait, on sait que les types qui sont plutôt cribriformes et tubulaires, ils sont beaucoup de meilleurs pronostics par rapport aux types solides qui sont de plus mauvais pronostics avec une survie qui est moindre. Alors, pour le carcinome à cellules acineuses, c'est aussi constitue 10% des tumeurs des glandes salivaires, surtout au niveau de la glande parotide. Le tumeur, généralement, la parotidectomie totale. La radiothérapie, elle est peu efficace dans ce type de tumeur. Cependant, avec une survie à 5 ans qui est aux alentours de 80%, l'histologie est caractérisée par des granules basophiles en histologie. Je passe à l'adénocarcinome qui constitue environ 20%. Donc il peut être primitif ou secondaire à une dégénérescence d'un adénome pléomorphe. Donc le pronostic est généralement très péjoratif dans ce type de cancer. Alors le staging, je vais passer. Pour les complications, donc on sait généralement les complications de la chirurgie pour les tumeurs parotidiennes, donc les hématomes, les fistules salivaires, les parésies ou les paralysies faciales, la perte ou l'hyposensibilité au niveau auriculaire et aussi le syndrome de Frey. Donc c'est une hypersudation postprandiale dans le territoire décollé durant la chirurgie. Donc en fait, à quoi est dû le syndrome de Frey? Le syndrome de Frey est dû à une réinnervation aberrante des glandes sudoripares par les fibres parasympathiques. Et donc comment on peut faire pour diminuer le risque ou traiter ce problème? Donc il y a plusieurs techniques qui peuvent être utilisées. Donc déjà, parmi les techniques, il n'y a pas une qui a démontré une efficacité très significative par rapport aux autres. Donc on peut augmenter l'épaisseur du lambeau à décoller. Donc certaines équipes ils ont proposé des lambeaux comme un lambeau de sternocléide ou mastoïdien, un lambeau de SMAS, et même des équipes ont suggéré un lambeau de fascia temporopariétale avec des succès, des taux de succès différents. D'autres équipes ont proposé de mettre de la graisse, et enfin donc de la matrice. Des équipes ont proposé des matrices acellulaires. Ce qui marche bien, nous qu'on fait systématiquement, c'est les lambeaux de SMAS. Bon, ça permet de diminuer la dépression. Tu n'as pas parlé de la complication, mais le fait de manquer, d'avoir le manque d'épaisseur de la parotide opérée, ça fait un creux rétromandibulaire qui n'est pas très joli. Donc, le fait de retendre le SMAS, ça diminue ce creux, ça fait un petit lifting inférieur en fait, et ça interpose, ça désolidarise la peau par rapport ça fait une zone de cicatrice supplémentaire entre la peau et le SMAS, ça peut être intéressant. Et après, à distance, c'est les injections de toxines. Oui, donc le traitement médical, donc les injections botuliques. Le traitement médical, c'est la référence parce qu'on le fait une fois tous les 6 ou 8 mois ou 10 mois, et ça diminue beaucoup. Parfois, c'est des zones qui sont même loin du décollement, hein. C'est pas que le décollement, comme tu as dit. En fait, c'est une fois qu'on sectionne les fibres parasympathiques du nerf auriculotemporal, qu'on ne voit pas pendant la chirurgie, et en fait, quand elles repoussent, elles peuvent repousser de manière plus étendue que la zone décollée. Parfois, il y a des gens, souvent c'est la racine des cheveux, et ça peut déborder sur la joue, quoi. C'est des territoires assez étendus, hein. C'est très invalidant, ça on le ferait.
Okay. Donc, enfin, concernant le pronostic, déjà, le pronostic dépend de la stade de la maladie. Les stades avancés sont associés à un pronostic qui est plus mauvais. Généralement, les tumeurs parotidiennes sont de meilleurs pronostics par rapport aux sous-maxillaires qui sont les plus mauvais et les glandes salivaires mineures. Concernant le type histologique, on sait que les carcinomes mucoépidermoïdes de bas grade sont de meilleurs pronostics. Par ailleurs, surtout les adénocarcinomes, les carcinomes anaplasiques, qui sont ils ont le pronostic le plus mauvais. C'est tout. Merci. Ok, bon, c'est bien. C'est bien. Merci. Ouais. Ok, alors bon, pour avoir les idées claires pour les étudiants, globalement, quand on a une grosse parotide, il faut savoir où se projette la parotide, parce que c'est déjà important, parce que sinon on ne sait pas. Ce qu'il faut penser, c'est que souvent, on se fait avoir parce qu'on a une tuméfaction, et c'est tellement sous-cutané qu'on se dit c'est un truc de la peau, c'est un kyste sébacé. Et il y a beaucoup de médecins qui prennent des kystes, enfin des tumeurs parotidiennes pour des kystes cutanés et qui vont parfois les faire inciser par un dermato, etc. Il faut se rendre compte que la partie superficielle de la parotide, elle est vraiment juste sous la peau, quoi. Donc le premier diagnostic à évoquer quand on a une lésion sous-cutanée sous l'arcade mandibulaire en avant du sternocléidiomastéoïdien, au niveau de l'angle mandibulaire, parotide ça veut dire autour de l'oreille, globalement en avant et au-dessous de l'oreille. Là, si vous avez même une tumeur sous-cutanée, le premier diagnostic c'est tumeur de la parotide. Voilà. Comme ça, vous ne faites pas d'erreur sur le plan de l'orientation du diagnostic au départ. Après, une fois qu'on a identifié que ça venait de la région parotidienne, ben on se pose la question, est-ce que c'est une tumeur à proprement parler ou est-ce que c'est une parotidomégalie, c'est-à-dire toute la glande qui est grosse, quoi. Parce que parotidomégalie, on peut l'avoir si on a le canal de Sténon qui est fermé, la salive ne peut plus s'écouler et à ce moment-là, ça gonfle la parotide. Par exemple, les oreillons, c'est quoi? Les oreillons, c'est une parotidite bilatérale, quoi. C'est une parotidite bilatérale, les oreillons. Vous pouvez avoir d'autres virus qui donnent ça, mais il y a un contexte, il y a des choses comme ça. Donc, il faut voir un peu le contexte clinique. Si c'est inflammatoire, aigu, une grosse parotide, chez un enfant, c'est plutôt viral, ou alors rétentionnel. Parfois, c'est des blocages des glandes salivaires. Et chez l'adulte, ou la personne âgée, c'est quoi? Une grosse parotide douloureuse avec de la fièvre. Une parotidite sujet âgé, quoi. Souvent bactérienne, liée à une déshydratation, ou à des traitements qui diminuent le flux salivaire. Donc l'orientation diagnostique, elle est, est-ce que c'est une tumeur de la parotide, est-ce que c'est une parotidomégalie? Et là-dedans, là, le premier examen, c'est quoi? C'est l'écho. Voilà. Le premier examen, c'est l'écho, parce que là, on voit si on a une boule dans la parotide, ou si c'est toute la glande qui est grosse, etc. Donc ça, c'est le premier examen. Et après, on rentre dans la spécialité, on fait l'échographie, on peut faire des cytofonctions pour avoir des diagnostics de tumeurs, voilà. Et l'échographie, et l'IRM donne beaucoup d'arguments en fonction d'abord des contours de la lésion, si c'est malin ou bénin, on le voit très rapidement, et puis après le type de signal qui peut vous orienter, comme on l'a vu sur un adénome pléomorphe ou d'autres critères. C'est important, la perfusion, la diffusion. Voilà, okay. Après, bon, globalement, ce qu'on sait, c'est que sur les parotides, la chirurgie de la parotide, c'est la chirurgie du nerf facial, quoi. Donc il faut faire très attention parce qu'il y a le nerf facial qui est au milieu, et donc il faut avoir une chirurgie la plus conservatrice possible. La recommandation pour les adénomes pléomorphes, on a vu la tumeur bénigne la plus fréquente, c'est qu'il faut enlever largement autour de l'adénome pléomorphe parce qu'il y a plein de petits satellites qui gravitent autour de l'adénome pléomorphe et que ça peut, si on passe trop au contact de la capsule, on peut avoir des récidives locales et après c'est la galère parce que ça récidive, ça re-récidive et au bout d'un moment ça peut se cancériser, quoi. Donc c'est pathologie des sujets jeunes, l'adénome pléomorphe, vraiment l'homme ou la femme très jeune, autour de 20, 30, 40 ans. C'est très fréquent, c'est la tumeur bénigne la plus fréquente, mais c'est la tumeur la plus embêtante à traiter parce que c'est bénin, mais que ça peut récidiver si c'est pas enlevé vraiment en totalité, avec des marges assez larges. On est très favorable à faire souvent des parotidectomies quasi totales pour être sûr de ne pas avoir de récidive. Voilà. Après le reste, les cancers, tu as bien schématisé, il y a 3 grades d'agressivité. Voilà, en fonction, effectivement, on aura un traitement plus ou moins intense. Voilà, c'est bon. Après, je pense que tu as quasiment tout dit. Hein. Vous avez des questions à poser sur les tumeurs des glandes salivaires? C'est bon, les internes, chez les cliniques, c'est ok? Ça va? Allez, parfait, ben on a fini. Très bien, merci.